Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Une vie, une œuvre. Et comme chaque semaine, nous vous proposons l'histoire d'un artiste qui a marqué son temps, avec aujourd'hui le peintre Henri de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, né à Albi en 1864 et dont la vie est très tôt marquée par deux accidents qui vont le condamner à vivre enfermé dans un physique blessé, ingrat, les jambes atrophiées. Un drame personnel qu'il subit dans une grande souffrance, ce qui donnera à son caractère une violence dont la peinture se fera le principal exutoire. Toulouse-Lautrec mourra paralysé à 37 ans après avoir passé l'essentiel de sa vie à Montmartre, dans son atelier mais aussi dans les cabarets, au Moulin Rouge, au Mirliton ou au Moulin de la Galette, observant dans tous ces endroits la vie sociale pour peindre ensuite ceux et celles surtout, qui en étaient les acteurs. Catherine Poimbert a refait pour nous le trajet de sa vie, d'Albi à Paris, pour livrer un portrait de ce peintre qui était aussi lithographe et affichiste, dans une émission réalisée aujourd'hui par Bruno Sourcy. C'est louvetingue. Non, je suis pas louvetingue, non. Imagine un bataillon de belles filles dressées comme à l'opéra, avec toutes des petites frimouses comme celle-là, hein? Mais c'est fini le cancan. Qu'est-ce qu'elle ferait avec le cancan, ces petites? La retape à la Reine Blanche? Le cancan. Pourquoi pas le rigodon? Trouvera un nom nouveau, puis voilà. Mais ils ne veulent plus que des noms anglais maintenant. Macadam, McFarlane, Pickpocket, Lavatory. Ce serait dommage pour notre vieux cancan. French Cancan. Pas mal. Hein? Mais y a que toi, ma vieille guibole, pour faire revivre le cancan, hein? Non, pense. Mais je te le dis. Allez, vas-y, Oscar. Allez, vas-y, va. Nous avons ces petits dessins qui sont ici, notamment celui-ci, Ah oui, ça c'est très drôle. où il est assis sur son tabouret de peintre ou de dessinateur, donc probablement en train de dessiner, et il a mis ce qui est sa signature, c'est-à-dire le monogramme, sur la fesse droite. Alors le monogramme composé du HTL dans un cercle. Mais là c'est très drôle dans ces portraits charges parce qu'il se représente dans des postures vraiment Sans pitié. cocasses, sans pitié aucune. Voilà. On a l'impression qu'il anticipe un petit peu le regard de ses contemporains. Nous avons notamment dans les mémoires d'Yvette Guilbert un témoignage de cette femme qui, lorsqu'elle voit pour la première fois Lautrec, le décrit, alors je cite, comme un petit niafron, un petit peu comme un monstre en fait. Puis elle explique qu'après elle va découvrir le regard, qui est un très très beau regard derrière les lorgnons. Une vie, une œuvre. Toulouse-Lautrec, Catherine Poimbert, Bruno Sourcy. Une nuit de mars 1890, dans un bordel de Paris, après avoir peint l'affiche pour une danseuse qu'il aimait d'un amour non partagé, Henri de Toulouse-Lautrec, peintre et homme malheureux, fit un rêve. Il rêva qu'il était dans la campagne de sa ville d'Albi et que c'était l'été. Il se trouvait sous un cerisier lourd de cerises et aurait voulu en cueillir une ou deux, mais ses jambes courtes et difformes ne lui permettaient pas d'atteindre la première branche chargée de fruits. Il se dressa alors sur la pointe des pieds et, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, ses jambes commencèrent de s'allonger jusqu'à atteindre une longueur normale. Après qu'il eut cueilli les cerises, ses jambes commencèrent de nouveau de se raccourcir et Henri de Toulouse-Lautrec se retrouva à sa taille de nabot. « Oh !» s'exclama-t-il, « je peux donc croître selon mon bon plaisir. » Et il se sentit heureux. Le soir tombait, et au fond de la plaine, il vit une couronne de lumière. Il s'y dirigea en trottinant sur ses petites jambes trop courtes, et quand il y arriva, il se rendit compte qu'il était à Paris. C'était le bâtiment du Moulin Rouge, avec les ailes illuminées du moulin qui tournaient sur le toit. Le spectacle avait à peine commencé. La musique était assourdissante et Jeanne Avril, sur la scène, dansait comme une endiablée.
Henri de Toulouse-Lautrec ressentit un féroce désir d'entrer sur scène lui aussi et de prendre Jeanne Avril par la main pour danser avec elle. Il se dressa sur la pointe des pieds et ses jambes s'allongèrent aussitôt. Il se jeta dans la danse avec fougue, son chapeau haut de forme roula d'un côté et il se laissa prendre dans le tourbillon du cancan. Jeanne Avril ne semblait pas du tout étonnée qu'il fût devenu de taille normale. Elle dansait et chantait et l'embrassait et il était heureux. Antonio Tabucchi. Quel meilleur témoignage du Paris de la fin du XIXe siècle que celui de Toulouse-Lautrec, si ce n'est dans un tout autre registre, celui de Marcel Proust. Chez l'un comme chez l'autre, un même souci de montrer, Montmartre ou le faubourg Saint-Germain, de saisir d'un œil vif, sûr et ravi ce qui les entoure. Jeanne Avril, la Goulue, Aristide Bruant, Valentin le Désossé sont grâce à Lautrec passés dans la légende. Mais il ne faudrait pas oublier, derrière son attirance pour les cabarets, les bals populaires et les lupanards, l'atavisme aristocratique de Henri de Toulouse-Lautrec Montfat. Et puis, pour comprendre les choix de Lautrec, il ne faut pas non plus oublier l'infirmité qui, à partir de 1878, fit de lui un nain aux jambes rachitiques. À regarder les titres de quelques-uns de ses tableaux, En meublé, Femme rousse assise, Jeune fille, on comprend vite que le monde féminin occupe chez Lautrec une place de choix. Et puis aussi que le monde du spectacle est l'autre grande attirance de sa vie. Fasciné par toutes les formes de spectacle, cirque, théâtre, danse, par les éclairages qui déforment les visages, par le contraste de l'ombre et de la lumière, et surtout par le mouvement, Lautrec suspend dans des arrêts sur image saisissants le geste ou l'expression qui définit le mieux son sujet. Personnage fantasque, amoureux, raffiné, drôle et tragique, Lautrec fut un formidable portraitiste qui a su forger son propre langage en se détachant de tous les courants de son époque, sans oublier qu'il fut l'inventeur de l'affiche et par là fit descendre l'art dans la rue. Alors tant pis pour cette mythologie du nabot errant dans les bordels de Montmartre, en quête d'aventure, qui oublie un peu trop vite de rappeler la grande modernité de ce langage pictural. Albi, musée Toulouse-Lautrec, avec Daniel Devinck. Alors on commence par les premières salles qui concernent l'enfance de Toulouse-Lautrec. Oui. Alors on va faire un petit peu de biographie, rappeler que Henri de Toulouse-Lautrec est né ici à Albi en 1864. Ses parents, si j'ai bonne mémoire, étaient cousins germains. Le comte et la comtesse de Toulouse-Lautrec, donc, sont cousins germains. Adèle Tapier de Céléran est sa maman. Elle est originaire d'une famille de l'Aude. Elle a épousé son cousin germain Alphonse de Toulouse-Lautrec, mariage consanguin, dont les conséquences vont très vite se révéler. C'est quand même une très bonne aristocratie avec le mode de vie qui correspond, c'est-à-dire que ce sont des familles oisives qui ont des hobbies ou des passe-temps tous liés à la chasse, à la vie en plein air, c'est le cheval, les chiens ont une importance toute particulière, et puis c'est également une famille très ouverte intellectuellement, puisqu'ils ont un certain goût pour l'art. L'oncle, le père de Lautrec, dessine. Donc Henri de Toulouse-Lautrec baigne dans cet environnement pendant toute son enfance. Sa grand-mère disait de façon assez amusante, quand mes fils tuent une bécasse, ils ont 3 plaisirs: le coup de fusil, le coup de fourchette, le coup de crayon. Alors pour ce qui est du coup de fusil, malheureusement, Henri de Toulouse-Lautrec en sera privé assez rapidement, c'est-à-dire que très rapidement il ne pourra plus suivre son père dans ses expéditions parce qu'il a ce fâcheux accident qui va lui donner le corps que nous lui connaissons, qu'il a lui-même mis en scène et montré, mais qui est un corps infirme. Oui, c'est la maladie génétique de Lautrec qui est à l'origine de la fracture de ses 2 jambes successivement, donc à son adolescence. Cette faiblesse osseuse est liée au mariage consanguin, à la maladie génétique qu'il a, mais ça n'est pas du tout dans le sens où on le dit habituellement, à cause de l'accident, il va avoir un problème. L'accident est lié
à son terrain propre. Alors après, dire que effectivement cela joue sur son goût pour l'art et pour le dessin, probablement, puisque cette vie au grand air qui aurait dû être la sienne, cette passion pour le cheval, ce monde équestre, il doit s'en séparer. Et puis pour s'occuper, puisqu'il est de longs mois bloqué sur une chaise immobilisée parce que la consolidation de ses fractures se fait assez difficilement, il dessine. Il a fait des caricatures de lui, Anne Roquebert. d'une cruauté, d'une certaine façon, d'une drôlerie, toujours. C'est comme il préférait se servir lui-même les critiques plutôt que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Et donc, il le faisait avec beaucoup d'humour. Je crois que ça aussi, il ne faut jamais oublier la profondeur et l'importance de l'humour chez Lautrec, qui est vraiment une constante. Cruauté, vous parliez de cruauté. Dans ses autoportraits. Tossa, mercredi 3 septembre 1890. Ma chère maman, je suis enfin rentré au bercail après une fugue bien amusante mais un peu fatigante. Samedi matin, départ de Tossa à 5 heures par chemin de fer, arrivé au Boucau, station avant Bayonne. À midi, déjeuner avec un de mes amis qui fait un tableau de toréador. Départ pour Biarritz pour retenir nos places à la corrida. Dîner, coucher après le casino. Le lendemain matin, je suis parti pour Saint-Sébastien avec des indigènes fort aimables. Grâce à la présence de bord, tout le pays était à moi. Déjeuner espagnol et à 4 heures, corrida avec 6 taureaux de 5 ans. Tapage, étripement, odeur, rien n'a manqué et retour le soir par un train de plaisir à Biarritz. Nous avons attendu 2 heures en gare, empilés dans des wagons de 3e et par une chaleur. Je reviendrai sans doute à Biarritz dans une quinzaine, enfin nous aviserons. Je vous embrasse chaudement car ici le soleil tape ferme aussi. Embrassez ma marraine, Yours, Henri. Alors sa famille, ses parents, sa mère notamment font bien sûr partie de ses premiers modèles et on a de très beaux portraits de la mère de Toulouse-Lautrec qui sont ici conservés au musée d'Albi. On va peut-être aller les voir. Bien sûr. Sa mère est très présente, quand bien même elle ne comprend pas nécessairement ce qui va être finalement l'engagement d'Henri de Toulouse-Lautrec quand il va véritablement abandonner son milieu familial pour intégrer le quartier de Montmartre. Quand bien même peut-être a-t-elle des regrets sur le mode de vie de son fils. En revanche, elle est fidèlement à ses côtés. Chaque été d'ailleurs, Henri de Toulouse-Lautrec la rejoint dans le domaine qu'elle a acheté dans le Bordelais, ce château qui s'appelle Malromé. Il y passe l'été. Très régulièrement, il lui écrit pour qu'elle lui envoie du vin de la propriété de Malromé. Et à la fin de sa vie, quand il se sent vraiment très mal et très fatigué, en 1901, eh bien c'est auprès de la comtesse qu'il se réfugie et c'est auprès d'elle qu'il va mourir. Alors on peut peut-être aller voir les portraits de la comtesse qui sont faits très jeunes, qui manifestent donc de manière très précoce un talent de portraitiste déjà très, très affirmé. Oui, d'emblée je crois qu'on peut dire que ce qui intéresse Lautrec de toute façon c'est le vivant. Quand vous voyez le portrait de la comtesse qui est assise ici sur un banc, sa mère est pratiquement toujours représentée les yeux baissés. Donc c'est une femme douce, résignée. Les contemporains disent que c'est une femme pieuse, d'un maintien très strict également. C'est une grande aristocrate. Mais je pense qu'avant tout, dans les œuvres où Lautrec représente sa mère, ce qui s'impose à notre lecture, c'est la tendresse. Et puis on voit déjà Daniel Devinck dans ce tableau qui date de 1882, cette rapidité de traits, notamment dans la jupe et puis dans le fond, derrière elle est assise sur un banc en extérieur et le paysage comme ça est brossé à grands traits, il y a ce coup de... Ce fa presto en voilà, fait, absolument. Voilà, ouais. Et ce d'autant plus que le paysage, donc cet ensemble de feuillage, puisque la comtesse est visiblement dans un jardin, n'est qu'un plan d'émergence sur lequel se dessine la silhouette du personnage. C'est un fond à peine évoqué pour qu'il y ait réellement des touches de couleur, mais ce qui compte c'est le personnage avant tout. Donc ce que l'on voit ici avec ce que j'appelais le fa presto, c'est-à-dire cette touche brève à coups de brosse, va parfois aussi évoluer vers simplement un jus sur un carton ou sur un panneau de bois. Le fond n'est évidemment pas ce que Lautrec va travailler. Il va travailler avant tout son personnage.
cette formation se déroule à Paris. Et là, il y a une découverte, Daniel Devaing, qui est bien sûr essentielle pour Toulouse-Lautrec. C'est la découverte de Montmartre, qui vient tout juste d'être attaché à Paris d'ailleurs, et qui va devenir le haut lieu de la vie de bohème, de cabaret, à laquelle Lautrec va adhérer totalement. Oui, il va même devenir, je dirais, une figure de Montmartre. Oui. En fait, c'est un quartier populaire, donc où les loyers ne sont pas très élevés. On trouve par conséquent une population assez interlope, des petits métiers, des blanchisseuses, des marlous. On trouve aussi la première industrie du spectacle, si on peut parler ainsi, avec le Moulin de la Galette dans un premier temps, puis bien évidemment très vite le Moulin Rouge, avec des cabarets, avec des cafés-concerts, il y aura le Chat Noir, donc tout cet environnement qui obligatoirement ne peut que séduire les jeunes rapins qui sont les amis de Lautrec et où ils se retrouvent le soir en quittant les cours. Et petit à petit, Lautrec s'immerge dans ce quartier, puis finalement va décider d'y vivre, c'est-à-dire de s'y installer, d'y avoir son appartement, d'y avoir son atelier, et il va y trouver ses premiers modèles. Et ces premiers modèles, bien, ce sont ces filles des rues, par exemple, qu'il croise. Carmen Larousse, qui a une chevelure flamboyante, qui le fascine immédiatement. Et toutes ces scènes qu'il peut découvrir et qui font qu'il va basculer définitivement sur des sujets que l'on dirait aujourd'hui sujets de la modernité, mais une modernité selon la définition de Baudelaire, c'est-à-dire vraiment ce que l'on voit, ce qui fait partie du quotidien, sans avoir besoin de recourir, comme le faisait la peinture académique, au sujet d'histoire et au grand genre. C'est-à-dire qu'il va là décider de peindre ce qu'il voit. Complètement, il va s'inscrire définitivement dans le courant qui est, après les impressionnistes, celui que vont aussi illustrer les Nabis par exemple, celui que va aussi bien évidemment brillamment illustrer Degas, et Lautrec admire Degas, ce regard sur le quotidien. Mais pour bien situer Anne Roquebert, cette époque qui est celle de Toulouse-Lautrec, à ses débuts à Paris, lorsqu'il fait la découverte du Montmartre, des cabarets et des bals dansants, et dans les années 1880-90, il faut quand même rappeler que nous sommes en pleine période impressionniste, mouvement auquel Toulouse-Lautrec n'a jamais adhéré. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est pas vraiment sa génération, en fait. Non, il est beaucoup plus jeune. Il est même beaucoup plus jeune que Degas, qui était né en... il a 30 ans de moins, puisque Degas était né en 34, lui en 64. Mais il a toujours eu une immense admiration. Il connaissait beaucoup mieux qu'on ne croit la peinture notamment des salons, et la peinture impressionniste. Il disait il faudrait interdire les peintres impressionnistes de plein air. Il a fait quelques portraits en plein air. Il voulait se confronter à la lumière du jour, mais il n'a pas fait les recherches un peu évanescentes de couleurs claires, de visages gentils, rayonnants. C'était autre chose qui l'intéressait. Et donc il est passé un petit peu à l'étape suivante. Donc c'est presque la deuxième ou troisième génération après les impressionnistes. Mais ce qui est intéressant, Anne Roquebert, c'est qu'on voit assez vite que Toulouse-Lautrec se forge son propre langage en se détachant à la fois des influences de l'époque et puis aussi de son milieu familial. Lautrec a toujours été aussi assez farfelu, mais complètement anticonformiste dans tous les sens du terme, et notamment artistiquement, c'est-à-dire il a eu une extraordinaire liberté dans son mode de vie, dans sa création et dans son art. J'aime beaucoup la formule de Tristan Bernard qui disait il a joué comme un enfant dans un square. Sa vie, ça a été avec cette même liberté d'expression tout son art rencontre réellement de ça. Et donc il s'est opposé dans la création, mais aussi il a retrouvé des racines. Il était un petit peu au-dessus de la mêlée. Il n'a jamais eu de problème financier. Il était très heureux de pouvoir dire je vends mes affiches, je suis capable de vivre autonome, mais sa fortune familiale lui permettait de vivre sans problème. Et donc je ne crois pas qu'on puisse trouver d'équivalent chez les artistes un tout petit peu antérieurs ou du 19e siècle en général qui ont fait preuve d'autant de liberté, autant de fantaisie. Je crois que le peintre auquel on pourrait le rattacher un petit peu, c'est Degas. Mais c'est autre chose, c'est vraiment un autre monde quand même. Et ils s'appréciaient beaucoup mutuellement. Degas a visité une grande exposition de Lautrec faite par Joyon. Et Degas a visité sans dire un mot. Lautrec était dans un petit coin silencieux, attentif. Et à la fin, Degas était le voir et lui a dit
Lautrec, ça, on voit que vous êtes du bâtiment. Ça veut dire, on voit que vous faites partie de la maison, vous savez peindre. Et donc, c'était un certificat de professionnalisme qui était merveilleux pour lui. Donc, c'est assez drôle si on pense aux danseuses représentées par Degas et celles représentées par Lautrec. Absolument. Parce qu'on est vraiment quand même dans deux univers, même s'ils avaient en commun ce sujet un peu de prédilection. Oui, absolument. Il y a quelques danseuses classiques d'ailleurs chez Lautrec, mais qui sont très peu classiques quand même. Elles sont plutôt drôles que classiques. C'est ça qui est extraordinaire aussi chez Lautrec, c'est que c'est un artiste extrêmement complet. On pense au peintre, bien sûr, qui est un peintre prodigieux, mais certaines de ses peintures, même des peintures très abouties, sont quelquefois seulement des esquisses pour des estampes. C'était un des plus grands lithographes de sa génération. Et donc un travailleur beaucoup plus... Alors qu'il a l'air très désinvolte, il est beaucoup plus attentif à ce qu'il fait qu'on ne peut croire, et c'est un extraordinaire créateur dans des directions diverses, donc la lithographie, le dessin, la peinture, les affiches. Finalement, c'est grâce à Lautrec, je crois, qu'on a encore en mémoire le nom d'Yvette Guilbert, le nom de Jeanne Avril, peut-être pas celui d'Aristide Bruand, mais en tout cas, l'image que nous avons de Bruand, c'est bien celle de l'affiche de Lautrec. Je crois que immédiatement, lorsqu'on prononce ces trois noms, on a tout de suite les affiches devant les yeux. Mais tout à fait, et c'est ce qui montre bien la force plastique du travail de Lautrec, c'est qu'en fait, la représentation de ces modèles a pris la place de leur image véritable. Ce n'est pas la photographie de Bruand qu'on a en tête, c'est l'affiche de Lautrec. Toulouse-Lautrec était peintre, mais il avait aussi une prédilection pour les supports éphémères, les affiches, les journaux, au point d'ailleurs qu'on peut se demander s'il faisait réellement une différence entre les formes, disons, triviales et les formes raffinées de l'art. Oui, ça, vous faites allusion à une espèce de hiérarchie qui mettrait la peinture tout en haut, et puis on descendrait après vers les arts appliqués. Bertrand Lorquin. Lautrec va tout de suite saisir le parti pris de l'affiche. Il a cette intuition juste de voir que l'affiche est une espèce d'irruption de l'expression dans la rue, que tout d'un coup le tableau peut s'échapper de son cadre et jaillir de nulle part. Et puis, on est dans une époque en plus qui est très propice à l'affiche, pour plusieurs raisons, parce que la société est en mutation, parce que Paris est en travaux, parce que la grande économie de cette fin de ce siècle changeant est aussi en pleine mutation. Et celui qui précède un tout petit peu Lautrec dans ce goût de l'affiche, c'est Pierre Bonnard, qui réalise une affiche sur le Champagne, qui a un très grand succès. Et là, ça, je crois que ça a été décisif pour Lautrec, de voir l'affiche de Bonnard, et qui va le convaincre à son tour d'en réaliser. Et l'une de ses premières grandes réalisations, c'est le Moulin Rouge, qui, à mon avis, d'ailleurs, je crois que ça sera l'une de ses plus belles. Les autres sont magnifiques, mais le Moulin Rouge, c'est le coup de génie. C'est la manière de bâtir l'espace, et alors c'est mille choses, hein. C'est les encres c'est les mélanges, il introduit la couleur dans l'affiche, il y a une extraordinaire inventivité de Lautrec dans la vie. Le Lautrec peintre est tout aussi important, hein, mais le Lautrec peintre, il glisse entre deux époques, il glisse entre les révolutions, si j'ose dire, dans le monde de la peinture, au point que Lautrec apparaît comme une espèce d'exception. Ou alors, il faudrait le mettre, lui, presque orphelin, né orphelin, et par contre, père de l'expressionnisme. Il faudrait le voir comme ça. Mais avec les affiches de Toulouse-Lautrec, Bertrand Lorquin, on est vraiment dans les prémices de la modernité en art. Et on assiste aussi, et ça historiquement c'est important, à un phénomène extraordinaire, c'est que le public de l'époque va faire preuve d'un engouement extraordinaire pour cette forme qui était, je ne sais pas si on peut utiliser le terme, mais quand même d'avant-garde. Oui.
Ouais. Il a rencontré, là, il a déclenché un phénomène. Oui, il a cristallisé, je crois, l'inconscient collectif. C'est rare, c'est très rare qu'un artiste arrive à faire ça. Certains musiciens arrivent à écrire des refrains qui sont sur toutes les lèvres. Eh bien, je crois que Lautrec est arrivé à ça dans sa partie, quoi. Les affiches de Lautrec, tout le monde les aimait. Je veux dire, il y avait une espèce d'attraction évidente. D'autant plus qu'on est dans un moment de la société où c'est la continuité un petit peu d'Offenbach, enfin de tout ça. Les fastes du Second Empire ont laissé la place à cette Troisième République qui continue quand même à avoir ce goût, surtout dans les différentes strates de la société. On danse beaucoup, il y a le chahut, il y a énormément de cafes qu'on s'ouvrent, de music-halls, il y a plein d'interférences musicales comme ça, de lignes musicales qui traversent l'époque. Et cette danse-là du French Cancan, au fond d'une espèce de danse extrêmement érotique, comme ça que le public découvre, elle est présente dans l'affiche, quoi. Il y a presque une invitation au rêve, quoi, qui est donnée à tous et qui fait que Lautrec appartient à tout le monde. Vous avez depuis cette mezzanine un coup d'œil général sur les futures salles d'exposition temporaire où sont montrées justement actuellement les plus grandes affiches. Les plus grandes affiches, voilà, qu'on reconnaît là, tout de suite. La Revue Blanche, le bal au Moulin Rouge, qui est la première, magnifique. 1891, c'est la toute première fois que Lautrec se consacre à une affiche. C'est une commande d'ailleurs, c'est une commande des directeurs de l'établissement et c'est une œuvre magistrale. En face, la série des Bruants. Des Bruants, voilà, les ambassadeurs, Eldorado. Les autres personnages, May Belfort et May Milton, là aussi, ce sont vraiment des chanteuses qu'on a complètement oubliées. Si l'œuvre de Lautrec n'existait pas, je crois que ce nom May Belfort ou May Milton ne serait plus guère prononcé. Je crois, Daniel Devagne, pour bien donner la mesure de ce que représentait l'affiche à l'époque, on peut peut-être rappeler, je crois que c'est dans l'œuvre, le roman d'Émile Zola, il y a une scène avec des jeunes peintres qui sont en train de conspuer l'école des Beaux-Arts et qui applaudissent devant une affiche, justement, collée sur un mur. Et oui, et puis ça explique bien ce qu'on pourrait presque appeler la querelle des anciens et des modernes. On est vraiment, en deux générations, on a basculé dans une autre approche artistique où l'œuvre d'art, ce n'est plus uniquement le tableau de Chevalet qui va être présenté au salon, où l'art est à destination du plus large public. Alors c'est un principe qui sera développé et éminemment et brillamment illustré avec l'art nouveau, bien évidemment, puisqu'on ira jusqu'à dessiner des poignées de porte, des meubles dans une maison dont l'architecture elle-même est conçue par un artiste. Mais on est en train vraiment d'évoluer vers cela à la génération des amis de Lautrec. Je crois que c'est Aristide Bruant qui est un des premiers à encourager Lautrec, non seulement ça, mais à demander à ce qu'il fasse pour lui et pour son cabaret, puisqu'il tenait un cabaret, bien sûr. Des affiches. Oui, Aristide Bruant était très clairvoyant, je pense, sur l'impact de ce que Lautrec avait conçu pour lui. Il faut dire que Lautrec, en très peu de choses, a su saisir toute la symbolique du personnage. Vous savez, Bruant, c'était ce chanteur populaire qui haranguait le bourgeois qui fréquentait son établissement avec des chansons un petit peu, je dirais, hautes en couleur. Et c'était donc un personnage qui s'était constitué une image avec le gourdin, la cape, l'écharpe rouge. Tous éléments que Lautrec a retenus pour en faire véritablement le symbole même de Bruant, au point que, si sur la première affiche on voit Bruant de face, dans les affiches qui vont suivre, petit à petit Lautrec retourne son personnage, et la dernière affiche qu'il livre pour Bruant, le personnage est de dos, le code vestimentaire suffit parfaitement pour qu'on l'identifie. À la goutte d'or, chanté par Aristide Bruant. En ce temps-là, dans chaque famille, on blanchissait de mère en fille. Maintenant, on blanchit encore. Elle est goutte d'or, elle est goutte d'or. Elle était encore demoiselle
Grand-maman, la belle Isabelle, quand elle épousa le grand Nestor, elle a goutte d'or, elle a goutte d'or. Et maman Pauline était sage, le jour qu'elle se mit en ménage, avec papa le petit Victor, elle a goutte d'or, elle a goutte d'or. Paris, automne 1894. Mon vieux Bruant, voilà les états demandés. Quant aux affiches hors tirage, il n'y en a pas eu de bonnes en plus. La direction de l'Eldorado a été très vache et m'a marchandé mon prix qui était au-dessous du tarif d'impression chez Schex. J'ai donc travaillé personnellement pour la peau. Je regrette pour eux qu'ils aient abusé de nos bons rapports pour me faire marcher. Il faut espérer qu'une autre fois nous serons plus prudents. À toi, et à quand les clichés de couverture ? Lautrec. Il y a une chose qui est très frappante aussi dans les affiches de Lautrec, c'est la lumière. Cette lumière que Degas lui-même d'ailleurs observe et essaye d'en tirer parti, parce que c'est une lumière au gaz, qui donne souvent des espèces de reflets verdâtres aux gens, et qui crée aussi un spectre très particulier. Imaginez, on a complètement oublié ce que c'était que d'être éclairé à la bougie, d'être éclairé à c'est un tout autre climat, hein, vous savez, quand vous avez d'autres sources de lumière. Et cette lumière au gaz, elle est typique de cette période. Elle crée vraiment un spectre très particulier que Lautrec va réussir à reproduire. Alors, il faut dire aussi, Bertrand Lorquin, il y a le trait, bien évidemment, parce que c'était un formidable dessinateur, et que c'est probablement là que ce talent de dessinateur s'exprime le mieux. Oui, le trait de Lautrec, cette façon extraordinairement mordante de croquer, de reproduire la silhouette de quelqu'un. Toute une école d'histoire de l'art voit vraiment dans Lautrec le père de l'expressionnisme. Alors, de caricaturer, oui, on est déjà dans la caricature, mais la caricature dans le sens où Lautrec ne fait que forcer le trait. C'est pas une caricature qui s'amuse à déformer pour le plus grand plaisir d'en rire. Non, au contraire, c'est la caricature qui cherche en forçant le trait à révéler l'intérieur. Alors, il y a des sujets qui s'y prêtent plus que d'autres, et notamment les grands sujets de prédilection de Lautrec, ça va être ces quelques danseuses là qu'il adore, la Jeanne Avril, la Goulue. Jeanne Avril, la Goulue. Il y a Yvette Gilbert aussi. Yvette Gilbert. Mais vous parliez, Bertrand Lorquin, vous parliez de la caricature. Alors là, c'est un bon exemple. Yvette Gilbert, je crois qu'on est passé effectivement... On a franchi la barrière, et on est du côté de la caricature, et cette pauvre Yvette Gilbert, quand elle devait voir les affiches de Lautrec, ça devait être terrible. La représentant, ça devait être terrible quand même pour elle. Mais enfin, de là, de cette liberté du geste, de cette manière, au fond, d'imprimer sur le sujet, je dirais, aussi l'intériorité du peintre. C'est non seulement l'intériorité du modèle que l'art de Lautrec met en lumière, mais c'est aussi sa propre, exactement comme chez Van Gogh, c'est son monde intérieur qu'il plaque aussi sur la réalité, sur le réel. Jeanne Avril aussi a très bien compris le travail de Lautrec. Elle était sans doute très intelligente et puis très sensible finalement à l'art. Et elle aussi a commandé une affiche à son amie, puisqu'il y avait un véritable lien d'amitié entre Toulouse-Lautrec et Jeanne Avril. Celle qui, en revanche, n'a pas compris, c'est Yvette Gilbert. Oui, alors justement, comme nous sommes en surplomb, et là, juste devant nous, il y a cette représentation d'Yvette Gilbert. Alors, de là où nous sommes, c'est très drôle, parce qu'on a presque l'impression qu'elle vole avec ses grands gants noirs au-dessus d'elle, puisque c'était un peu son signe de reconnaissance. Mais de la même façon que Lautrec a identifié
quelques signes symboliques pour le personnage de Bruant, eh bien il retient dans l'image que Yvette Guilbert s'est fabriquée, puisqu'elle a vraiment créé son personnage. C'est une femme, elle aussi, extrêmement intelligente, très en avance sur son temps. Elle se crée une image, comme savent le faire quelques vedettes actuelles. Et Yvette Guilbert, elle avait choisi de s'habiller de façon à la fois très sobre, très élégante, avec ses longues en noir, tout simplement parce qu'elle avait un répertoire grivois et qu'il y avait justement un contraste assez fort entre ce personnage un petit peu compassé. Cela donc contrastait fortement avec ses chansons qui étaient effectivement assez enlevées. Et ce personnage fascine Lautrec parce qu'il retient les mimiques d'Yvette Guilbert. C'était plus une diseuse qu'une chanteuse. Elle n'avait peut-être pas une très grande voix, mais elle avait une articulation très particulière, donc elle disait ses textes. Et en même temps qu'elle les disait, probablement elle les mimait. Donc elle avait sûrement un visage très expressif. Et ça, Lautrec le capte, un petit peu comme un arrêt sur image d'un photographe. C'est évidemment au plan artistique très fort. Par contre, Yvette Guilbert apprécie pas du tout, parce qu'elle n'est pas toujours très jolie lorsqu'elle est en train de chanter La Soularde ou je ne sais quelle autre chanson, et qu'elle a un petit peu la bouche en cul de poule et qu'elle fait un petit peu une grimace expressive. Et donc elle lui dit « Oh, mais vous, petit monstre, vous avez fait une horreur !» Une chanson de Bruant. Je suis dans le botte. De quoi? Ben vrai, t'as pas la trouille. J'allais à l'école avec toi. Et c'est pour ça, dis, sale fripouille, que tu veux crâner avec moi. Quoi? Tu connais donc pas le gros Charles, le chemisier de la rue Saint-Martin? Tu sais donc pas à qui tu parles. Oh, je suis dans le botte. Lorsqu'on prononce les noms de Toulouse-Lautrec et de Jeanne Avril, Jean-Paul Morel, on pense immédiatement à la fameuse affiche de 1893 où la danseuse est représentée avec ses bas noirs et puis une robe rouge et jaune. Autrement dit, j'ai envie de dire que le peintre a fait entrer la danseuse dans l'histoire. Tout à fait. Donc c'est vraiment un cas un peu. Bon, première chose, c'est une sauvée de la psychiatrie grâce à la danse. Ça, c'est la première chose. Et donc, elle s'est mise à fréquenter le Balbulier et à danser toute seule. Son originalité, c'est qu'elle danse seule. Elle n'a pas besoin, comme le Goulu, d'un faire-valoir, comme Valentin le Désossé. Elle danse toute seule. Et en Jeanne Avril, évidemment, ce qui l'a attiré en premier, bon, le fait qu'elle sorte, évidemment, de la Salpêtrière, mais elle avait surtout des cheveux roux. Et c'est une constante dans les amours de Lautrec, il adorait les rousses. Je crois qu'il y a eu, Jean-Paul Morel, une véritable complicité entre le peintre aux jambes estropiées et puis cette formidable danseuse, parce qu'apparemment Jeanne Avril était vraiment une folle de danse. Et c'est peut-être ça, justement, qui a retenu l'attention de Lautrec. Elle était exubérante, elle dansait plus vite et plus fort que toutes les autres. Oui, et puis pour elle-même, elle soit une œuvre d'art, quoi, on pourrait presque dire. Elle dansait pour elle seule, elle dansait très bien. Bon, elle a montré aussi des talents d'actrice, de chanteuse, et ça a forcément fasciné Toulouse. Il avait vraiment un grand respect pour elle, et je crois que c'est ça qui intéressait Lautrec, quoi. C'était ces gens qui étaient capables, on peut dire, de faire la nique à la bourgeoisie en même temps. Parce que ce qui est intéressant dans tout ça, enfin là, moi je l'ai vu à travers toutes les femmes qu'a connues Lautrec, c'est que ce sont les bourgeoises qui se sont mises après à imiter ces dames de Cafcon. Alors il y avait les maris qui allaient comme voyeurs, et puis les femmes qui se disaient, mais après tout, si elles sont capables de s'habiller comme ça, pourquoi pas nous, etc. Il faut peut-être insister, Jean-Paul Morel, sur le fait que Jeanne Avril n'était pas qu'un simple modèle pour Toulouse-Lautrec. Ça a été une complicité, une amitié très forte, au point que quand il se déguisait, par exemple, parce qu'il adorait se travestir, il empruntait un boa ou des gants à Jeanne Avril. Elle lui prêtait des vêtements. Enfin, c'est même une fois complètement travesti avec des vêtements de Jeanne Avril. Oui, c'était... Et puis, oui, il y a une sorte, lorsque vous mettez les unes à côté des autres, de Carmen Godin à la dernière, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais vous avez une sorte de morphologie des visages identiques. Enfin, vous voyez pourquoi il s'est intéressé à elle. Elles se ressemblent pas, mais
Vous voyez ce qui a pu l'attirer lui. C'est vraiment extraordinaire. Bon, ça a été quand même une de ses grandes préférées. Il faut en convenir, la Goulue n'était pas particulièrement distinguée. Il n'en allait pas de même de Jeanne Avril, la Mélinite, dont l'étrange et aristocratique masque pâle, l'œil intelligent, parfois nuancé de tristesse, les jambes spirituelles, avaient enchanté Lautrec. Confondre la môme Fromage et ses collègues avec Jeanne Avril, ce serait, soit dit sans offenser personne, mélanger serviettes et torchons. Les reines du quadrille gambillaient, Jeanne Avril dansait. En elle vivait cet instinct grâce à quoi la danse perd son caractère abstrait pour devenir un langage, cesse d'être un art purement décoratif pour prendre un accent humain. La Mélinite s'exprimait avec ses jambes. Lautrec ne s'y trompa pas. Francis Jourdain. Maintenant, soyons un peu sévères avec M. Lautrec. Le coup de génie de Moulin Rouge, il aura du mal à le retrouver. Parce que lorsque on feuillette, on peut comparer les plus belles réalisations de Lautrec dans l'affiche. Je pense que Moulin Rouge, c'est son chef-d'œuvre. Il a, à tout niveau, parce qu'il y a le climat de la musique, il y a le climat de la danse, il y a ce parti pris d'avoir mis des ombres chinoises au fond, de faire que l'instrument de musique qui fait irruption au premier plan, enfin, des inventions extraordinaires, formidables, qui dynamisent complètement l'image, qui en font quelque chose à la fois figé et en même temps en plein mouvement. Ce qui est assez impressionnant, Bertrand Lorquin, c'est le fait de se dire que c'est pas seulement une mémoire collective pour les Français, mais que finalement l'affiche d'Aristide Bruand ou du Moulin Rouge, vous avez raison de dire que c'est une des plus belles, les Japonais la connaissent aussi, les Américains, enfin voilà, oui. C'est quand on dit Jeanne Avril, il est mondialisé, Lautrec. C'est ça, c'est vrai, il est mondialisé. Je crois qu'il a vraiment influencé tout un... Immédiatement, je crois que ça a été fulgurant. Toute la production et toute la création de ce qu'on appelait la réclame, aussi la publicité, car il s'agit néanmoins, c'est ça le paradoxe. N'oublions pas qu'il ne s'agit tout simplement que de réclame, qu'on appellerait aujourd'hui de la publicité. Oui. Et pourtant, c'est fait par un des plus grands peintres. C'est là où ça devient très intéressant. Et où justement ce qui ne devait être que de la réclame, c'est-à-dire au fond que du texte, va devenir de l'œuvre. Le texte devenant presque secondaire. Il opère un renversement extraordinaire, puisque aujourd'hui le texte on ne le lit plus, puisqu'il n'a plus de référent, quoi. Tout ce à quoi il se réfère a disparu, donc le message n'importe plus, on ne regarde plus que l'image. Enfin voilà, il renverse l'éphémère en intemporel. Ça, c'est aussi l'une des grandes conséquences je dirais, du succès de ces affiches. Car si elles n'avaient pas eu de succès, on les aurait oubliées. Même si elles avaient été formidables. Mais elles ont eu en plus du succès. Non, je crois que Lautrec a beaucoup souffert, mais s'est beaucoup amusé quand même. Je crois qu'on ne peut pas faire des œuvres aussi joyeuses si on ne s'amuse pas. Je crois qu'il y a un courage fantastique chez ce personnage. Il y a vraiment un courage physique qui va faire face à des choses très difficiles, mais il y a aussi une force de vivre qui est probablement beaucoup plus au-dessus de la moyenne. On ne peut pas réaliser des choses aussi joyeuses, aussi inventives, si on n'a pas un appétit de vivre, et si on ne restitue pas cette force de vivre dans ses œuvres.
Et on a un peu le sentiment aussi, Anne Roquebert, qu'il saisit une forme de beauté qui est une sorte de beauté sauvage liée à ces lieux nocturnes, d'ivresse, de plaisir, de paillettes, où il y a cette ivresse qu'il aime beaucoup, il faut dire, sous toutes ses formes. Absolument. Natanson disait qu'il buvait par gourmandise. Certains disaient qu'il buvait pour oublier, mais je pense que la notion de gourmandise est très juste. C'est-à-dire qu'il aime beaucoup le foie gras, les plaisirs, les maisons closes, etc. Ça fait partie de la même joie de vivre et plaisir de vivre. Allons voir danser les poupées. Elles sont épatantes, elles sont sensationnelles. Non, soyez sans crainte, ça ne me fait pas de mal de boire. Je suis si près de la terre, n'est-ce pas? Eh bien quoi, je ne bois que du meilleur, ça ne peut pas faire de mal. Toulouse-Lautrec. Il est entré donc dans le monde clos, comme ça, de la prostitution, dans lequel il se sentait bien. C'était pas du tout par perversion, hein. Il se sentait tout simplement bien dans ce monde des maisons closes qui, avant la loi Marthe-Richard, n'était pas du tout, puisqu'on n'a plus d'exemple aujourd'hui, mais on pouvait effectivement, y loger, on pouvait même partager le repas de ces dames, être très bien reçu. Il travaillait, enfin lui, il observait, c'était une mine pour lui d'attitude, de visage, de ces expressions fatiguées de ces pauvres prostituées et puis qui vendaient leur corps du matin au soir et pour lequel Lautrec avait la plus grande tendresse. L'œuvre de Toulouse-Lautrec, Daniel Devaing, a entre autres qualités cette qualité de témoignage extraordinaire de l'époque, d'autant plus d'ailleurs que dans ses portraits, on ne sent jamais aucun jugement, il n'y a pas de morale qui intervient. Non, absolument pas. C'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à la nature humaine et à la vérité de l'individu. Et quel que soit le personnage qu'il a en face de lui d'ailleurs, hein, que ce soit une prostituée ou que ce soit un personnage de son environnement familial ou quelqu'un du grand monde, eh bien de toute façon, son regard, c'est d'aller démasquer la vérité de la personne qu'il va représenter. Ce ne sont jamais des portraits de commande, ce sont vraiment des portraits où il s'intéresse à l'individu avant tout. Alors là, on descend quelques marches pour changer de salle. Et on va dans une salle qui est aussi thématique, donc on quitte la salle des portraits et on rentre dans une salle qui est consacrée à la prostitution. Ces œuvres d'ailleurs sont très frappantes. Il n'y a pratiquement pas, voire pas du tout, d'érotisme dans les tableaux de prostitution. Il lui arrive de faire des dessins érotiques, mais ce n'est pas le cas des tableaux consacrés nécessairement aux maisons closes. Il n'y a aucun voyeurisme. Il montre ces femmes dans leur quotidien. Alors elles sont assises sur un siège et on sait très bien qu'il y a des scènes de lesbianisme parce qu'il y avait effectivement des rapports souvent très tendres entre ces femmes qui étaient quand même recluses. Ou alors vous avez cette scène quotidienne où un blanchisseur vient récupérer un ballot de linge sale et Lautrec, avec toute la pertinence, toute la clairvoyance de son analyse, nous montre ce regard assez lubrique du personnage qui se dit « je vais apercevoir quelque chose » et qui est en train de regarder la sous-maîtresse qui lui donne le linge avec une certaine concupiscence. Et bien sûr, l'œuvre majeure de nos collections, c'est au Salon de la rue des Moulins, ce grand tableau, un grand format, volontaire probablement chez Lautrec, un petit peu pour rappeler les grands tableaux d'histoire, hein, qui étaient les tableaux de salon. On y voit donc les femmes qui sont en train d'attendre le client. Le client est absent. Seules sont présentes sur l'image les prostituées, assises sur ces banquettes sur lesquelles elles ont l'air de s'ennuyer d'ailleurs. Banquettes de velours rouge, absolument. Et puis il y a la sous-maîtresse dont on distingue très clairement la silhouette parce qu'elle a un vêtement qui monte très très haut sur le cou. Et puis un regard assez étrange. Elle est peut-être la seule qui regarde dans notre direction. Ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est le travail de la couleur. On a des couleurs, en musique on dirait qu'on a une œuvre dissonante, c'est-à-dire qu'on a des rouges, des pourpres, des roses, et qui sont confrontés à des verts, à toute une gamme de verts, donc on pourrait dire que ça grince finalement, et pas du tout. Pas du tout. Mais on a un petit peu une impression d'étouffement justement parce que ces couleurs sont lourdes, qu'elles sont très présentes. Et là, dans ce tableau Daniel Devaing, c'est intéressant, on voit à quel point le décor est travaillé. Lui qui souvent ne s'intéresse pas à l'arrière-plan, et vraiment se concentre, comme vous le disiez, sur le
portrait sur le visage, sur le regard. Là, il a vraiment travaillé le décor. Oui, d'ailleurs, ça n'est pas un tableau qu'il a fait dans les maisons closes. Il l'a travaillé dans son atelier. Alors, ces silhouettes des prostituées, elles sont marquées aussi d'une esthétique art nouveau. Vous voyez cette silhouette d'une prostituée de 3/4 dos, avec la chemise qui tombe légèrement sur le bras, une silhouette un peu alourdie, un corps un peu usé, une sorte de S sur le carton, et effectivement ce travail des courbes qui est effectivement dans cette esthétique art nouveau, puis toujours la chevelure blond-roux qui fascine Lautrec. Il avait une prédilection pour il aimait les femmes rousses, ça c'est très clair. Ouais. Et je pense que cette œuvre sur carton, et peut-être La jeune femme qui tire son bas, qui est aussi dans cette salle, sont des œuvres sur lesquelles il faut s'attarder parce qu'on comprend alors très bien ce qu'est véritablement la modernité de Lautrec et pourquoi il n'a pas été compris de son temps, mais au contraire, pourquoi aujourd'hui il est apprécié par tous les artistes du XXe siècle. Ah, ça c'est magnifique celui-ci. C'est une très très belle œuvre. Il est très beau. Oui. Donc c'est donc la jeune femme qui tire son bas. C'est une femme qui tire son bas, donc on voit très bien cette jeune femme qui est une prostituée elle aussi bien évidemment, qui est nue, qui a juste un vêtement autour du cou un petit peu comme un châle, et puis qui est en train de rajuster ses bas. C'est une œuvre sur carton, donc le fond n'est pas travaillé. L'intérêt pour Lautrec, c'est que le carton lui donne déjà une couleur de fond. Donc il n'a effectivement plus du tout à se préoccuper du travail, comme on l'a dit tout à l'heure, le fond ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est véritablement cette silhouette. Et cette silhouette, elle est très équilibrée, pourtant on ne voit pas les pieds, il ne les a pas peints. On comprend très clairement le geste de la femme et pourtant on ne voit pas ses mains. Donc il y a ce non finito qui est très caractéristique de l'œuvre de Lautrec, qui fait que vous, spectateurs, êtes appelés à compléter mentalement l'œuvre de l'artiste. Il y a un dialogue qui s'instaure entre ce qu'il vous donne à voir, ce que vous-même allez compléter, et donc c'est probablement à mes yeux l'un des aspects de la modernité qui a à la fois le plus déconcerté ses contemporains, mais qui fait aussi aujourd'hui que Lautrec reste un artiste très important, parce que c'est toute l'importance du vide. Et tout l'art du XXe siècle jouera autour de cette notion de vide d'une façon ou d'une autre. Il faut dire, Daniel Devaing, que Toulouse-Lautrec est interné à Neuilly pour des problèmes d'alcool, d'éthylisme. Bien sûr. C'est une mesure de protection, finalement, qu'a pris la comtesse. C'est elle qui a décidé de le faire interner. Il était arrivé à un stade tel qu'elle estimait qu'il était dangereux. Et effectivement, il avait failli mettre le feu à son atelier. Il déchirait son travail. Enfin bon, il devenait incontrôlable. Alors, je pense, d'après les témoignages, notamment de la servante qui accompagnait la comtesse, qu'elle a eu là à prendre une décision extrêmement difficile, mais somme toute, elle s'est dit qu'il fallait protéger son fils. Il a été interné dans une clinique de luxe, à Neuilly, pas du tout dans de mauvaises conditions. Malgré tout, pour lui, ça a été un choc. Et il a appelé véritablement à l'aide. Il a appelé à l'aide Maurice Joyan, Missiane Attenson, qui était allé lui rendre visite à cette époque-là. Et ça a déclenché une campagne de presse d'une hostilité sans nom, avec vraiment des commentaires très agressifs sur ce personnage, où ressortait justement tout ce que les gens n'avaient pas compris dans son œuvre, finalement, hein, et où on le qualifiait un petit peu de monstre de fin de race, quoi, finalement. Alors, entre cette campagne de presse qui, pour la famille Lautrec, ne devait pas être très facile à assumer, et le fait que Lautrec montre par ses dessins qu'il n'est pas fou du tout, bon, il sera libéré au bout de quelques mois. Le Pelletier, l'Écho de Paris, le 28 mars 1899. On a plein en chœur, avec un ensemble touchant, sans notes discordantes, le peintre Toulouse-Lautrec qu'on a conduit ces jours-ci en maison de santé. Artiste original et puissant, Toulouse-Lautrec avait, hélas, il faut en parlant de lui déjà employer l'imparfait des nécrologies, rapidement acquis une notoriété suffisante. Dernier venu d'une race épuisée, victime de l'exubérante expansion des aïeux, l'artiste montmartrois apparaissait comme la caricature de ceux de sa race. Chétif, rabougri, contrefait,
plus semblable à un de ces nains grotesques qui grimaçaient derrière le fauteuil ducal dans les châteaux seigneuriaux qu'à un descendant de Raymond, le malheureux dégénéré avait conscience du ridicule de sa double infirmité d'avorton et de noble sans le sou. Par une bizarrerie de caractère, ce pauvre garçon, si mal tourné, si gauche, si disgracieux, était un ardent féministe. Il poursuivait l'amour à tort et à travers. Il fut un don Juan bossu. La débauche banale, les caravanes de commis voyageurs que Toulouse-Lautrec organisait volontiers et où il entraînait ses camarades, ont certainement contribué à le pousser vers le cabanon. C'est assez frappant, Daniel Devinck, parce que si on regarde bien, au fond, il y a 20 ans qui s'écoulent entre le moment où Lautrec était un jeune homme destiné à un avenir assez brillant, fortuné, issu d'une famille de noblesse, et cette fin assez terrible, où il finit interné à la suite d'une crise d'éthylisme, une sorte de destin fulgurant, parce qu'au passage, il y a quand même eu cette œuvre magnifique qu'il laisse derrière lui. Moi, je crois qu'il a vraiment brûlé sa vie, par son travail, parce que, bien évidemment, il a fréquenté les maisons closes, bien évidemment, il a abusé de l'alcool et ô combien. Il aimait la vie, il le disait, il le proclame en fait. Mais il a aussi tellement travaillé. C'est lui qui, lorsqu'il créait une lithographie, allait à l'atelier, reportait le dessin sur les pierres successivement, vérifier les tirages. Et quand on voit le nombre de lithographies qu'il a produites, quand on voit l'importance de son œuvre, il a effectivement totalement brûlé sa vie. Comme s'il avait un sentiment d'urgence, on a un petit peu cette impression-là. Lautrec meurt, il a 37 ans. Il y a longtemps, très longtemps, celui qui écrit ces lignes occupait de hautes fonctions au Vélodrome Buffalo et au Vélodrome de la Seine. Il était directeur sportif de ces deux pistes. Lautrec était un habitué et fervent du Vélodrome. Je crois que le résultat des courses l'intéressait peu, mais le cadre et les gens le passionnaient. Il trouvait des mots à lui pour faire le portrait d'un homme, un mot aussi décisif que l'était son crayon. D'un coureur assez connu, il disait « Un tel a l'air d'une sole, il a les deux yeux du même côté du nez. » Un jour, nous nous rendîmes à Bécon-les-Bruyères, où se disputait un match de rugby. Là encore, Lautrec s'intéressait moins aux résultats du match, aux essais, aux buts, qu'au groupement des équipiers, qu'à cet animal bizarre, à cette énorme mille-pattes dont une mêlée donne assez l'impression. Il ne quittait pas des yeux un trois-quarts écossais, une sorte de colosse à la nuque saillante, au fort mollet entouré de barres rouges. Lautrec, à la vue de cet homme, ne se livre pas aux comparaisons tirées de l'antique qu'aurait sorti un universitaire. Il me dit, avec admiration, en regardant le rude trois-quarts qui guettait le ballon, les bras écartés, « Il a l'air de venir de la cave en remontant des litres. » On pourrait dire de Lautrec ce que je ne sais plus quel écrivain a dit d'un autre grand peintre. Ses yeux ne sont qu'à lui. Tristan Bernard. Une vie, une œuvre, Toulouse-Lautrec, avec Daniel Devinck, directrice du musée Toulouse-Lautrec à Albi, Bertrand Lorquin, conservateur du musée Mayol, Jean-Paul Morel, éditeur des mémoires de Jeanne Avril chez Phébus et commissaire d'exposition, Anne Roquebert, conservateur au musée d'Orsay, et avec des textes lus par Bruno Alain et des extraits du film French Cancan de Jean Renoir. Prise de son Valérie Lavalard, Alain Nedelec, mixage Michel Mestre, réalisation Bruno Sourcy, une émission de Catherine Pont-Imbert.
Toulouse-Lautrec dans ce numéro d'Une vie, une œuvre que vous pouvez retrouver en podcastant l'émission pendant toute une semaine et pour patienter jusqu'à jeudi prochain où nous diffusons un documentaire qui sera consacré à Joseph Kessel. En attendant, très bonne matinée à tous à l'écoute de France Culture.